Eliane et Alain Louis sont arrivés à Saint-Fargeau en 1979. Le côté historien d'Alain l'a immédiatement passionné pour le château. Son côté érudition l'a propulsé dans les fantasmes du passé. C'est ainsi qu'avec son ami Ted, il a monté une équipe représentant les archers, le groupe 8. C'est en 1987 qu'incidemment, nous sommes rentrés en contact. Devant mon souhait de filmer le spectacle, il m'a invité dans son groupe. Cela fut le début d'une très grande amitié qui s'est confirmée par la suite. Au contact d'Alain, ma vie a pris une ouverture sur une passion qui a été croissante. L'intégration dans ce groupe a été merveilleuse et l'ambiance était très conviviale. Dès l'arrivée, avant spectacle, c'était le repas, effectué sur la butte, le quartier général de l'équipe 8. Certains préparatifs étaient nécessaires avant le spectacle. C'est la plus jeune fille d'Alain qui gérait l'effectif de l'équipe, alors que Ted lui attribuait les différentes affectations du spectacle. Voici Eliane, la Madelon du groupe, dévouée cantinière qui assurait les repas pour tout le monde. L'association regroupe 700 membres venant des 40 communes de la région, bravant les kilomètres, 2 soirs par semaine, pour venir voyager dans le temps. Il faut avoir vécu ces moments pour comprendre le sentiment, le plaisir de se retrouver là tous ensemble, telle une grande famille. La forêt le rappelle parfois vers d'autres cathédrales. Il choisit Saint-Fargeau pour y construire un rendez-vous de chasse fortifié. Nous sommes en rodage du spectacle. Pour son bon déroulement, des réunions comprenant les 15 groupes de l'association avaient lieu sur le plateau. Dans les scènes de combat, ma caméra sur l'épaule, Alain me protégeait d'éventuels coups pas toujours très bien contrôlés. Et pour les quintaines. L'adoubement est le moment le plus spectaculaire pour l'équipe 8. Le responsable des archers. Un des responsables des archers, avec Ted. Voilà. Ted, on le verra plus tard. Alors, je voulais vous demander, l'adoubement, exactement, c'est une concrétisation des écuyers, c'est quoi exactement?
C'était le passage pour un écuyer à l'état d'homme. C'est la survivance des traditions tribales un peu qu'on trouve en Afrique avec les cérémonies du passage de l'adolescence à l'adulte. Au Moyen-Âge en France, il y avait un passage de l'état d'écuyer à l'état de chevalier. Et c'est symbolisé par le fait de frapper sur le dos de l'écuyer. Ce sont les derniers coups qu'il recevra sans broncher. On a essayé de reprendre le côté justement or et gueule, le côté armoirie, le côté panache, tout ce qui était le décorant d'homme, tout ce qui était symbolique. C'est pour ça que chaque chevalier avait son page portant ses armes sur son bouclier, sur sa tenue et sur sa tenue. Alain se trouve au centre avec un casque à tête de cheval. Un autre moment fort de l'équipe 8. Gérer les combats de caravelles sur le plan d'eau. Le premier film que nous avons réalisé s'appelait « Le grand œuvre de Saint-Fargeau ». C'est Alain qui en avait créé le scénario avec Ted. C'est déjà, si ça fait rien, on va se rendre compte les préparatifs. T'en veux quelle durée t'as filmé? Non, on va faire un essai, ce que ça donne sur 2 cm. Étienne, tu parles, vas-y. Tout d'abord, il faut un très vieux. Mais revenons à notre ami Alain. Une autre de ses passions, les camions de l'armée américaine, qui rentreront dans le spectacle dans les scènes de guerre ou de libération. Il y a de quoi tracer comment ça s'appelle, le camion avec les 4x4. Il faut l'emmener là-haut. Hein? Il faut l'emmener là-haut. Et on l'emmène pas.
Alain s'est investi entièrement dans le spectacle et l'histoire de Saint-Fargeau. Il a écrit un livre intitulé « Les 4000 saisons de Saint-Fargeau ». Alain, qui écrit les textes du spectacle depuis plusieurs années, grâce à son activité d'héraldiste, spécialiste des blasons et sa passion pour l'histoire locale, retrace la vie qui s'installe puis se développe en ces lieux. Spectacle de la vie et vie du spectacle sont ici mêlés pour le plus grand plaisir du lecteur. La base des archers a changé. Elle n'est plus sur la butte, mais dans l'île, située au centre du plan. Au secours, Ted me charge! Des soirées festives, après spectacle, se déroulent dans le nouveau local en bois, beaucoup plus étanche et fonctionnel. Elle est pas très bien. Le problème, c'est qu'elle va la recaler. Ouais. J'aime bien parce que vu le coin où il était pour la prise de vue, il a vu sa bouteille d'eau. Monsieur Lelouch. Sylvain, c'est celui qui a utilisé la Ah mon yo-yo, t'as fait une bonne douche hier? C'est à vous ça, c'est bon? C'est à vous tout ça là? Changement de costume. Passage à Héribert avec Gilbert, Jean-Claude et Alain. Avec le truc de garder son temps. Sera-ce le premier maillon de la longue chaîne des bâtisseurs qui vont se succéder au sud. Il arrivait que certains jeunes, venus pour les repas et pour s'amuser, étaient remis à l'ordre par un message placardé par Alain qui remettait les pendules à l'heure. Va suivre successivement des plans où l'on retrouve Alain dans différentes occasions, spectacles ou privés. De ceux qui sont derrière la butte, les plateaux seront éclairés quand il le faudra. On essaye de ne pas s'arrêter. Ou alors, pour la dernière répétition, dans une minute, alors attention tout le monde. Dans les ténèbres de la nuit médiévale. En apôtre, Alain bénit ses ouailles. C'est les mêmes qui sont classés X, il est classé Q. C'est énervant, c'est rien de la vie. Drôlement énervant.
mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à la doublement de Saint-Fargeau. Il s'agit, n'est-ce pas, d'une cérémonie tout à fait initiatique qui permet de passer du stade de l'écuyer à celui de chevalier. Après une nuit de préparation dans une église, seul, face à Dieu, le jeune écuyer va se retrouver inscrit dans la caste des guerriers. Il va recevoir 3 coups d'épée, un à gauche, un à droite, un sur la tête, en signe de Sainte Trinité, et ce sera les derniers coups qu'il recevra sans broncher. À partir de l'adoubement, si quelqu'un tire son épée devant un chevalier, il le regrettera. Ah oui, Alain a été l'esprit de Saint-Fargeau. Mais à l'époque, il m'avait raconté qu'ils allaient construire un château du XVIe siècle. J'avais pensé qu'il était dans ses fantasmes et qu'il galérait. Et pourtant, c'est alors que les journaux et la télévision annonçaient, non sans surprise, l'existence de Guédelon dans l'Yonne. Sur un site sauvage, dans une carrière boisée, abandonné de tous, un paysage de l'an 1000. Premier grand ouvrage, la grange. Bâti sur le modèle des granges à dîmes chères aux cisterciens, le bâtiment d'accueil de Guédelon. Alors que le chantier est commencé depuis quelque temps, Alain invite ma caméra sur ce nouveau sujet très captivant. Ce sont les premiers documents inédits de Guédelon encore à l'état sauvage. Nous découvrons une clairière déboisée et creusée, car c'est avec ce bois et ces pierres que sera construit le château fort dans le respect des techniques du XIIIe siècle. C'est Michel Guyot qui concrétise le projet de Guédelon en 1995. En pantalon blanc, nous découvrons Florian, le futur chef du chantier que nous retrouverons plus loin. La ceinture, fondation de l'édifice, sont et ont été réalisées en premier. Michel Guyot, que l'on aperçoit de dos, vient surveiller le chantier. Alain nous amène à La Motte. Bâtie vers l'an 1000, elle servait de refuge et d'alarme afin de prévenir les seigneurs alliés. Il ne s'agit pas d'une motte d'habitation, mais d'un élément de défense antérieur au château. La pierre utilisée est du grès ferrugineux. Cette roche, issue de la destruction des granites, est formée de grains de quartz, de silice et de fer qui lui donnent des couleurs variant du brun foncé à l'orange. De village, mais il y avait des liens quand même. Seconde visite. Le mur d'entourage à monter. Les compagnons sont en tenue. Les tailleurs de pierre préparent les moellons. Florian, le chef de chantier, règle l'arrondi d'une tour. Nous voici au jour de l'inauguration. Alain s'occupe en service d'ordre. Présent évidemment Michel Guyot, aucune télé n'est sur place et je suis seule caméra à enregistrer
son discours intégral. Bien, au début, il était insensé. Plein de gens nous ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de farfelus, aller construire un château fort au XXe siècle? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est insensé? Vous allez voir que c'est pas insensé parce que c'est un moment de bonheur exceptionnel dès qu'on pénètre sur le site. Il est évident que j'ai de quoi faire un film de 2 heures sur Guédelon. Mais l'intérêt de ce film est Alain et nous allons le suivre dans ses débuts de guide. J'avais mis pour guider le compas. Là, tu as de la base calcaire. Oui. Qui va être cuite pendant 72 heures à 700 degrés. Dans un four qui va être construit en même temps qu'on emmagasine le calcaire, le bois, le calcaire, le bois, le calcaire. Et on va recouvrir de terre et mettre le feu dedans. Et il faut que ça arrive à calciner le calcaire, ce qui va nous donner la chose vive. Encore, je ne sais pas si vous connaissez les jeunes mariés qui remontent les cadeaux comme ça. Le mari qui descend, qui se met en face de l'arme, il attrape par les oreilles, il fait 1. Il remonte dessus, la femme regarde ça, il continue, dans un virage, il rate encore un pas. Le mari descend, il reprend l'âme, 2. Il remonte, pas pour une surprise, ils arrivent dans la ferme, puis au travers de la ferme, il y a une grande pierre en grès pour rentrer dans la cour, et puis l'arme, clac. Alors ça refait sauter les cadeaux, le mari descend, prend le fusil, regarde l'âne, dit 3, il tue l'âne. Ouais. La femme dit, mais t'es fou, on n'avait qu'un âne, on est dans la montagne, comment on va faire? Il prend sa femme par les oreilles, il fait 1. Oh, elle est belle. On rajoute une petite claque. Le forgeron. Pourquoi? Parce que ça devient trop chaud. Nous nous retrouvons qu'Alain. La cuirasse, la côte de maille et la gorge. Large comme ça. Et très pointu. Très effilé. Et puis qu'on puisse surtout bien aller dans le homard. La lame est pratiquement finie. Ouais. Pratiquement finie. Bien effilé et tout, ça devrait te plaire. Chiche. Mais à toi de trouver le gars trucidé. Oh, ça manque pas, ça. Tout visiteur qui n'a pas son billet, par exemple. Il fait exécuter par le forgeron un objet hétéroclite très mystérieux. Il faut en réalité, là je vais dire 33, parce qu'on est resté sur 33, je pense que c'est près pareil. C'est-à-dire que ça va définir une sphère de 66 si elle tournait. D'accord. Hein, et puis un plat là pour serrer dans un métaux. Voilà, faut tout faire. Tu fais bien aussi. Faut savoir tout faire, mais ça. On m'a toujours dit que je manquais pas d'air, hein, quand même. C'est fort. Voilà, pourquoi? C'est parce que l'oxygène est un comburant. Un comburant, c'est quelque chose qui augmente la température de fusion. Et grâce à ce soufflet, nous envoyons de l'oxygène mélangé à l'air à peu près à hauteur de 4 à 7%. Le restant étant composé d'azote. Et cet oxygène augmente la température du feu. On part en bout. On revient. On part. Encore. Arrête. Vas-y. Je suis en train de me faire. J'ai tout un soufflé comme ça. Ouais. Il y a encore des. Et là, je me refais Au sol au sol ou sur... sur le plan. Voilà, et tu le retournes à partir de là. Lui seul sait à quoi il servira. Deux exemples certifiés de jaune, souterraine, humide, mais des trucs tels qu'on les vide, que l'exemple du mar. En aparté,
Nous découvrons Michel Guyot. Il met lui aussi la main à la pâte. Ça, on fait des petites nappes comme ça qui servent aux tailleurs de pierre. Ils posent ça sous la... Vont suivre Alain dans ses œuvres. Les ficelles du chanvre d'Europe centrale sont plus longues que les autres et ils vont arriver à faire des cordages relativement plus solides que nous puisque leur fil individuel est 3 fois plus long. Pouvant assurer tous les postes de guédelon, ce jour, il assure les fonctions de la fabrication des cordes utiles au chantier. C'est humidifier les gerbes de chanvre pour pouvoir arracher facilement la fibre. La fibre brute, c'est ça. On appelle ça les queues de chanvre. Ensuite, on la peigne, on la jette sur des dents de plus en plus fines, de plus en plus serrées. Ça va nous donner une filasse de chanvre. On va la filer, ça nous donnera soit du fil de chanvre, un fil très fin. Vous voyez qu'on peut arriver à des qualités de fil. Là encore, il en double. Très fin, ça c'est pour le textile. Et puis l'autre action, c'est de filer plus grossièrement et puis d'obtenir de la ficelle de chanvre. Ficelle de chanvre, on la met en œuvre ici sur 2 petits tourets. 4 allers-retours de ficelle nous donnent 4 torons. On va vriller les torons sur eux-mêmes avec une manivelle bloquée sur 4. Bon, là on est par d'être noué. Si on veut une corde plus rigide, on laisse avancer. Ça va tordre davantage, ça va compacifier davantage. Ensuite on libère la croix qui, quand on va tourner, va avancer doucement. Et derrière la croix, les 4 torons vont se vriller automatiquement. Si on va fixer les échafaudages, on va faire les ceintures des garçons, on va lever des charges au bout des grues, vous voyez. Et parmi les obligations d'un chef de chantier, il y a celle de démonter 2 fois par an toutes les cordes d'un chantier pour vérifier leur qualité. On va les nettoyer, on va les graisser, les changer au besoin. Ça fait partie des obligations du chef de chantier. Alors le chanvre, c'est une fibre qui va venir de l'aloès, une plante grasse d'Amérique du Sud. Il fabrique de l'alcool avec la pulpe. De ces pierres dans la nature. Vous avez vu pour les métiers du bois, il y a le bûcheron qui coupe l'arbre, le charpentier qui sait faire des dessins, les arbres pour que le charpentier les transforme en charpente. Mais ici c'est pareil pour la pierre. Il y a le carbier qui est près de... Guédelon progresse toujours. Nous situons l'action actuelle dans les années 2002. Alain captive tous les visiteurs suspendus à ses explications souvent remplies d'humour et de bonhomie. Son idée à lui, c'est de construire en face du col, en face de la sortie de marécage, en face du carrefour par où l'ennemi viendra. Et là, il n'y a rien qui gêne. Tout le potentiel militaire est utilisable dès la première seconde de la guerre, tout en gardant son rôle de refuge pour l'ennemi. Si jamais l'ennemi a réussi à passer, tiens, viens me rejoindre la puce. Viens sur les murs, et voilà que toutes les tours, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, pour Guédelon, se mettent à lui tirer dessus en tir concentrique. La tension politique arrive, on va trouver la famille du châtelain qui rapplique. Qui rapplique d'où? Eh ben, de sa demeure bourgeoise en ville, ou bien de l'hostellerie de l'abbaye servie par les moines. C'est une histoire de 5 siècles alors. On ne sait pas trop d'où ça vient cette légende. On est en 1232, les cathédrales, certaines sont achevées, la plupart sont pas.
d'accueil. Si ça vous a plu comme ça, vous mettez « C'était merveilleux, Maître Louis, c'est moi ». Ça va m'aider dans ma demande d'augmentation. Le dernier point est moins amusant pour vous, c'est qu'on a l'habitude avec tous les garçons du chantier de faire un grand point en fin d'année qu'on appelle la Saint-Cochon. Et si vous voulez nous aider à passer du blanc ordinaire au chablis, il y a une petite tradition qui est de mettre 3 sous dans la bourse du guide. Alors je vais demander à un de mes guerriers, tiens, monsieur Schwarzenegger, et vous mettez dans la bourse du guide ce qui vous paraît sympathique. En attendant, bien sûr, je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Il y a plein de choses à voir encore à Guédelon. Il y a le village en train de naître avec les premiers artisans. Et vous avez le forgeron, la potière, le bordier, tous les métiers annexes qui sont capables de vous expliquer chacun leur métier. Parce que les plaques dans les cathédrales aujourd'hui étaient le plancher de traçage de nos ancêtres. C'est bon? Personne ne veut défendre la sève qui fait glouglou? Eh bien, on va traverser pour retirer ce qui dépasse du trait. Les outils se décomposent en 2 familles. Outil de force et outil de forme. L'outil de force s'appelle une massette. La massette va envoyer toute sa force dans un autre outil. Et suivant la forme du bout de l'outil, ça va placer les pierres de façon différente. Deuxième outil, un outil large et épais qui va envoyer une très forte onde de choc dans la pierre. L'onde de choc va chasser des gros morceaux. D'où le nom de chasse pour cet outil. Et troisième outil, la broche. Voilà un outil pointu qui va laisser sur la terre une empreinte en forme de point. Rappelez-vous l'architecture ostentatoire. Essayez de donner une apparence riche à son château. Eh bien, j'ai un château. Je suis déjà pas n'importe qui. Il est en pierre géométrique. Eh bien, c'est somme des moyens, un château entièrement broché. Et puis le crac-à-pointe, il arrive avec sa machine en bois. Alors pourquoi fait-on ça? Surtout ici, on vient de faire ça la rue. Simplement pour pas du tout. Le pif est une pierre exceptionnellement dure. On va la retrouver dans les parements extérieurs du château. Pierre noirâtre, d'accord? Ce qui veut dire que le mur intérieur sera plutôt en pâte. Mais le clou, c'est son numéro à la poterne. Un vrai numéro des plus grands artistes de musique. Alors ce petit seigneur donc utilise une éventuelle porte de sortie. Vraiment qu'on se transforme en jardinier? Bah oui, les gars, il faut tailler la haie. Un coup de hache, un coup d'épée. Rappelez-vous, fossé, parce qu'en face c'est pas maçonné, sinon ce serait des 12. Bon, l'horreur quand même, parce que si on était vraiment dans le château de Guédelon terminé, les ronces arriveraient à peu près à cette hauteur-là, et vous seriez plutôt mal. Alors vous remarquez qu'il y a une pente, un angle, un fruit. C'est fait exprès. C'est pour compenser la poussée de la cour. Regardez mon bâton. Si on construit un mur de château dès le départ vertical avec une cour qui pousse, on est mal. Ils avaient donc compris qu'il fallait faire une contre-poussée en inclinant le mur. Mais il y a une autre raison. Tout ce que vous allez lâcher du haut des murs va prendre une formidable énergie cinétique en frôlant la partie verticale, et dès que ça touche la partie en biais, ça fait un coup de billard. Et ça renvoie vers l'avant ce qui tombait vers le sol. Transformation d'un tir plongeant en tir fauchant. C'est pas du tout pareil. De voir une pierre de 20 kg tomber dans la boue à vos pieds, ça vous éclabousse, que de la voir rebondir et d'être obligé de la caler avec ses dents de devant. Ça vous transforme les dents de devant en dents de derrière. Je m'inscris là dans une petite porte basse qu'on appelle une poterne. Et la poterne s'inscrit elle-même dans une architecture la plus discrète possible, parce que c'est la porte de sortie de secours du châtelain. Le châtelain, grâce à un escalier, va pouvoir débouler dans le fond de ses fossés. Ah ben oui, mais il va se jeter dans ses ronces. Ben non, il est malin. Il va demander à un de ses valets d'entretenir en permanence une petite chambre, une petite cavité dans les ronces, avec l'ancêtre des sécateurs, des forces. Et au ras du sol, il y aura 1 ou 2 chemins entretenus aussi en permanence. Pas des souterrains, des tunnels dans les ronces.
Et c'est à quatre pattes que ce petit seigneur va se sauver, bien caché de la vue de l'ennemi par l'épaisseur de la haie vive. Alors des fois, l'ennemi, il a la mauvaise idée de vouloir rentrer dans le château en utilisant la porte de poterne. Non, c'est une porte de sortie, c'est pas du tout une porte d'entrée. Mais mettez-vous à sa place, ça fait une semaine qu'il tourne autour du château, il ne réussit pas à s'en approcher, il a vu une porte. Rappelez-vous, un seul neurone. Porte, entrée, par porte. Ça y est, il tient l'idée. Mauvaise idée, très mauvaise idée. Essayez de rentrer dans le château en passant par la poterne. Vous allez voir. D'abord, il est à 200 mètres dans la forêt, l'ennemi. Et dès qu'il quitte l'abri forestier, zip-tac, ça y va les carreaux d'arbalète. On va en tuer un gros paquet sur le plateau là-haut. Les survivants se jettent dans la haie vive. Il va falloir qu'ils se transforment en jardiniers pour tailler la haie, avec des armes de guerre. Alors celui qui a une épée, ça va pas trop mal. Celui qui a une pique, il est ballot. Hein. On va encore en tuer un bon paquet pendant qu'ils taillent la haie. Et ils arrivent ici, devant la porte. Et là, le premier guerrier ennemi, écoutant, il pousse la porte. Ah, plus content. Porte fermée. Bah oui, en temps de guerre, j'aime mieux vous dire qu'elle est bien fermée. Hein. Plusieurs centimètres de chaîne avec des ferrures et des traverses. Il va falloir qu'ils défoncent la porte. Là, ils n'ont plus le moral. Enfin, c'est des gens simples. Hein. Ils retrouvent le moral parce qu'il fait beau. Il fait chaud. Il fait très chaud. Il fait trop chaud. On est en train de les ébouillanter. On leur balance de l'eau bouillante, de la chaux vive, des pierres de 20 kilos. Et puis la tour là-bas, pour l'instant, elle n'est pas dangereuse. Et ce sera la tour maîtresse. Elle présentera au moins 3 étages de meurtrières à tir rasant. C'est par rafale de 3 qui prennent les carreaux d'arbalète dans le dos. Là, d'un seul coup, ils retrouvent le courage pour gratouiller la porte. Hein. Bon, admettons qu'ils cassent la porte. Admettons. Le premier guerrier qui monte les 3 marches exhorte ses camarades à monter à l'assaut avec lui. Allons, camarades, tous à l'as, boing. Ça s'arrête d'un seul coup. Ils viennent s'encastrer le front dans le linteau de porte. Alors nous, on a été gentils, on a pris la tolérance maximum en archéologie. Ça n'aurait pas été une erreur que de mettre le linteau ici. Et en même temps, la pierre de seuil est surélevée. Pour obliger l'ennemi à faire 2 gestes en même temps. Il faut à la fois baisser la tête et lever une jambe. Et vous restez en déséquilibre sur l'autre pied. Et le seul moyen de rentrer dans la pièce... Le seul moyen de pénétrer dans la pièce, c'est de basculer tout le corps en avant pour vous réceptionner sur la jambe qui était en l'air. Immanquablement, vous rentrez dans la pièce en faisant une superbe révérence. Ce qui est extrêmement gracieux. Aussi, c'est gracieux. Mais il y a un personnage qui n'est pas gracieux du tout, c'est le concierge. Avec sa hache. Lui, il a un drôle de métier, c'est de couper les têtes qui arrivent en avant. Bon, c'est des guerriers, ils en veulent, ils poussent, ils passent. Ils réussissent à rentrer. Et le premier guerrier avance et rentre dans un couloir extrêmement étroit. Ça frotte aux épaules. Ça encore, c'est fait exprès pour obliger l'ennemi à former la colonne. Il est impossible de rentrer à 2 côte à côte. Il faut former la colonne dehors. Là, ça pousse dans la seringue. Hein. Ben ça, c'est ballot, parce que plus ils se tassent, plus les pierres font des dégâts. Bon, c'est des guerriers, il en reste encore un peu, ils en veulent, ils poussent, ils passent. Ils commencent à monter l'escalier, et au milieu de l'escalier, le premier guerrier entend nettement « zip-tac ». En mince, ça recommence comme là-haut. C'est sa dernière pensée cohérente, il a un trou dans le ventre, il meurt dans l'escalier. Ben oui, il vient de récupérer un carreau d'arbalète tiré par une meurtrière intérieure qui prend en enfilade. Retenez ce nom, enfilade. Ça va pas enfiler des perles, ça va enfiler des guerriers. Parce qu'à cette distance, le carreau d'arbalète a le temps de ressortir avant qu'il meure. Et le gars qui est sur la marche du dessous, et le troisième derrière, oh chef, qu'est-ce qu'on a comme ennui? On a nos 3 premiers copains qui sont morts dans l'escalier. Ils bougent plus. Ils bougent plus. Mais ils bougent tout. On peut plus avancer. On dirait Billard. Alors, vous voyez le ridicule de l'assaut. La colonne ennemie qui ressort à reculons en tirant les cadavres. Pour revenir dehors. Ça recommence. La chaux vive, les pierres de 20 kilos et les carreaux d'arbalète dans le dos.
Et remarquez au passage l'intelligence du système, parce que le temps de sortir les cadavres et de repartir, ça correspond au temps de recharger l'arbalète. Alors on va être gentil, on va dire que là-haut, son arbalète s'est enrayée, il y a des problèmes. L'ennemi réussit à monter en haut de l'escalier. Et là, rapport au chef. Chef! Ouais, pourquoi t'as la voix qui tremble? Bah, il y a une meurtrière à hauteur de mon nombril, chef. Ça peut sortir n'importe quand à 350 à l'heure. Et puis je suis coincé, chef. Il y a une porte, mais elle est à gauche, chef. Bah, défonce la porte. Comment on fait, chef, pour défoncer une porte à gauche quand on est soi-même coincé dans un couloir aux épaules sans recul? Bah, c'est pas gagné, hein. Il faut sortir sa dague et gratouiller le bois autour des gonds de porte pour arriver à dégonder la porte et la faire tomber, avec une meurtrière à hauteur du nombril. Admettons qu'il y arrive. C'est le bigard avec la chauve-souris. Et le chef, bah, il était resté là, lui, va leur expliquer que maintenant, il faut qu'ils se ruent dans la cour du château. Ils sont déjà plus nombreux, on a perdu du temps. Bah, on va se ruer, chef, mais pas dans la cour du château. On va se ruer dans une pauvre petite pièce carrée de 80 sur 80, avec encore une porte fermée. Là, je vous laisse faire le compte du nombre de morts et du nombre de blessés que ça vient de coûter à l'ennemi la conquête d'un escalier. Pas du château, hein, d'un escalier. 6 mètres d'architecture, et le château fait 50 mètres sur 35. Alors surtout, ce que je voulais vous laisser en mémoire, c'est que c'est une très mauvaise idée de vouloir rentrer dans un château en passant par la poterne. Alors nous qui aimons vivre dangereusement, on va rentrer dans le château en passant par la poterne. Vous allez revivre toutes ces horreurs, mais les grands, faites attention, ça marche vraiment. Hein. Mon cher Alain, il est temps de se dire adieu. C'était mon dernier passage à Guédelon, trop pris par l'association vidéo que je venais de créer. Quand je dis adieu, c'est pour le film, car toi, Alain, tu restes très cher en mon cœur et tu revivras toujours dans mes souvenirs. Tu as toujours été un personnage haut en couleur de ces hommes que l'on n'oublie pas.